Après, bon, chacun s'introduira. D'accord. Donc, Alors, et après, juste après la présentation de Madame la professeure, chacun s'introduira et on aura l'occasion de mieux se connaître. Bon, d'accord, ok, laisse merci beaucoup. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, donc, alors, ça, voilà. Donc, la présentation, en fait, pour aujourd'hui, le plan de la présentation s'est scindé en trois grandes parties. Tout d'abord, je commence par le rapport du digital dans le monde, puis celui de l'Afrique et notamment en Tunisie. J'enchaîne avec la présentation du comportement post-Covid et au final, finalement, je termine avec les défis relatifs à l'e-commerce. Voilà. Alors, donc à partir des statistiques délivrées par Hootsuite, voilà, je fais le petit zoom là pour que ça soit plus clair. Donc, à partir de ces statistiques-là de Hootsuite, il apparaît clairement un nombre exorbitant en matière d'utilisateurs d'Internet, à peu près 4 milliards, 4 milliards 95 au début de l'année 2022, avec une pénétration d'Internet qui s'élève désormais à 62,5%. Voyons maintenant côté mobile. Donc, les entreprises, je vois que en fait, les entreprises, ils ont intérêt à adapter leur site et produits selon la version mobile, puisque le nombre d'utilisateurs, comme vous voyez ici, c'est assez important, à peu près 5, donc la milliard point 31, avec un taux de pénétration de 67%. Voilà, donc pareillement, Kepios, donc à partir de l'analyse de Kepios, donc les utilisateurs d'Internet ont doublé, voilà, comme affiché en fait dans ce graphique-là. Donc, comme vous voyez ici, que vraiment le nombre d'utilisateurs a vraiment doublé de 2 milliards jusqu'à atteindre janvier 2002. Il y a une progression, à savoir plus 4% en janvier 2022 pour atteindre 4 milliards 950. Voilà. Alors, parallèlement, les utilisateurs de médias sociaux ont connu une croissance rapide. Et là, c'est bien clair, en fait, voilà, dans les graphiques. Comme vous voyez ici, donc janvier 2012, c'est donc 1 milliard pour atteindre, donc ici, 4 milliards d'utilisateurs, soit un pourcentage, donc soit une augmentation de 10,1% au cours des 12 derniers mois. Voilà. Voyons maintenant quelques statistiques pour l'Afrique, pour le continent donc là, africain. Donc, selon le rapport Économie Africa en 2020 de Google et de la Société financière internationale, l'économie numérique en Afrique pourrait donc représenter 5,2% du PIB au continent à l'horizon de 2025, soit à peu près plus de 180 milliards de dollars. Voilà, donc les données de Statista confirment bel et bien en fait ces constatations et révèlent que l'Afrique est en train de devenir le prochain foyer des géants de l'Internet et plus précisément de l'e-commerce avec un taux de 24% de taux de croissance annuel. Donc il y avait une nette amélioration, une nette augmentation de 2014 à 2020 de 7 milliards d'utilisateurs pour atteindre à plus de 42 milliards en 2024.
Dans son rapport 2021 intitulé Mesurer le développement numérique des chiffres, donc là, l'Afrique améliore son score de connectivité pour arriver à 33% des Africains qui utilisaient aujourd'hui Internet contre 63% pour la moyenne mondiale, et ceci donc à partir de l'Union internationale des télécommunications, l'UIT. Ceci s'explique en partie par la pandémie qui a facilité l'accélération de l'utilisation de l'Internet. Également, les données issues de l'étude de l'essor du commerce électronique en Afrique de Statista, en 2021, nous observons plus de 32 millions donc plus que de 32 millions d'utilisateurs. J'essaie de zoomer un tout petit peu. Donc, on voit ici plus de 32 millions qui sont en fait sur Jumia, surnommé l'Amazon africain. Juste après vient Techcloud en ex-aequo avec Source.com ou bien donc l'Amazon.egg depuis septembre 2021. Voilà. Donc en 2022, de plus en plus connectés, le taux de pénétration s'avère très très important, surtout ici par rapport au Maroc. Donc, nous voyons en fait un taux de pénétration de 84% en janvier 2022. Donc, à titre de curiosité, voilà, pour la Tunisie, il y a 66,7%. Voyons un côté, donc là, Nigeria, donc Niger avec 51%. Juste après, nous trouvons le Sénégal avec donc là 46%. Donc, en matière d'utilisateurs sur le net, il apparaît clairement ici que le Niger occupe la première position. Donc, on voit ici avec 109 millions d'utilisateurs. Ça s'avère aussi à travers donc, les études que le trafic est généralement, principalement en fait, généré par les supports mobiles. Voilà, donc l'Afrique est-elle aussi présente sur la sphère sociale? Donc nous répondons à cette question dans les diapos suivants. Alors, l'Afrique représente 6,6% d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux dans le monde, soit environ 277 millions 200 000 sur le continent. Et puis voilà le top 5, je dirais, des régions africaines par taux de pénétration. Donc, nous trouvons l'Afrique du Nord avec 45%, l'Afrique australe avec 41%, l'Afrique de l'Ouest 16%, l'Afrique de l'Est 10%, et à la dernière position, nous voyons l'Afrique donc la centrale avec 8%. Voilà, donc par rapport à la Tunisie en 2021, c'est toujours le réseau bleu qui détrône, qui occupe en fait la première position et qui détrône tous les réseaux sociaux avec, donc comme vous voyez ici, avec 7 650 000 et ce en 2021. Et on voit aussi que majoritairement, donc c'est la tranche d'âge entre 25 et 34 ans qui occupait la première position avec 2 700 000. Et juste après, il y a donc la génération Z entre 18 et 24 ans avec 1 million, donc là 800 000. Voilà.
En 2022, donc le nombre d'utilisateurs vraiment a explosé ces dernières années, que ce soit en Tunisie ou bien dans le monde entier. Donc, plusieurs raisons pourraient expliquer cette croissance, donc que ce soit la Covid, que ce soit l'augmentation du débit en matière de 4G et 5G. Donc, je vous invite à faire, voilà, donc, avoir en fait les statistiques réparties sur les réseaux sociaux, comme c'est clair ici que c'est toujours le réseau bleu qui prend toujours l'avant et enregistre en fait 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et par rapport à la Tunisie, c'est le plus grand pourcentage avec 7 millions 700 d'utilisateurs de Tunisiens. Donc, en matière de répartition, donc, on va à partir de quelques chiffres réseaux sociaux fournis par la Meta. Nous trouvons qu'il y a 8 millions d'utilisateurs, que principalement, majoritairement, ce sont des hommes, avec un pourcentage de 53%. Et comme en 2021, c'est pratiquement la même chose, que principalement, ce sont les gens qui appartiennent à la tranche d'âge entre 25 et 34 ans, à savoir un nombre de 2 800 000. Et puis, nous trouvons donc la génération Z entre 18 et 24 ans avec 2 100 000. Donc voilà, ce sont des statistiques déjà délivrées par Digital, donc là, Discovery. Voilà. Alors, je passe maintenant à la deuxième partie de ce webinaire pour traiter le comportement. Le comportement, en fait, là, post-Covid. Donc, pour identifier le profil des utilisateurs tunisiens post-Covid, je me suis référée à divers études et enquêtes, dont voici majoritairement les résultats. Alors, donc, une enquête menée par Medianet sur le comportement des Tunisiens sur le web durant la période de confinement révèle que c'est qu'en temps de crise, les internautes ont tendance à ressentir le besoin de s'informer en continu. D'autant plus, les médias ont pu enregistrer pendant cette période-là de confinement, plus de 137,2% de nouveaux fans avec plus de 950% d'interactions, que ce soit en matière de réaction, de comments et de share, et ce, durant la période de 15 mars 2020 à 24 mars 2020. Alors, les résultats révèlent aussi, donc on voyait par rapport, donc à partir là de ce graphe, que 90% de connexion entre 7h et minuit, dans 41% entre, voilà, c'est entre 16h et 22h. Il s'avère aussi que 73% des visites enregistrées sur les sites web proviennent d'appareils mobiles, contre 66% enregistrés sur les moyennes des visites durant l'année 2019. Puis ça encourage les entreprises à adapter carrément leur site selon la version, donc là, selon la version mobile. Alors, pionnier du marketing électronique et des études digitales, donc MDWeb vient de sortir aussi les résultats de son enquête en ligne concernant l'impact du Covid-19 sur l'e-commerce tunisien. Et puis, les résultats ont révélé qu'il y a certains facteurs qui ont bouleversé le comportement du Tunisien, à savoir, tout d'abord, nous trouvons la fermeture des magasins, les mesures sanitaires, et aussi les déplacements réduits, voire parfois carrément interdits.
Voilà. Selon Habib Hadri, directeur du développement du commerce électronique et de l'économie matérielle au ministère du Commerce en février 2020, stipule que près de 4 millions de transactions commerciales, plus précisément 3,8, en ligne en Tunisie ont été effectuées en 2019 pour une valeur globale de 271 millions de dinars, ce qui a constitué une hausse à peu près de 21% par rapport à 2018. Les études révèlent aussi qu'il y a des nouveaux e-acheteurs. À peu près 30% des internautes tunisiens ont acheté en ligne pendant le Covid-19. 69% des e-acheteurs sont satisfaits de leur expérience d'achat, tandis qu'il n'y a que 27% qui ne sont pas du tout en fait, là, satisfaits par leur expérience d'achat en ligne. Alors, d'autant plus, les résultats vérifient et attestent que le commerce électronique il vient de se socialiser avec 77% d'acheteurs qui effectuent leur achat aujourd'hui en ligne sur des sites web et 40% sur les réseaux sociaux. Quand même, le chiffre est très, très important par rapport à cette période-là. Les médias les plus utilisés pour les achats en ligne sont les sites marchands avec un taux de 66%, les réseaux sociaux avec 36% et les sites multimarques 27%. Et au final, on trouve les sites deals avec 11%. Donc, les résultats aussi révèlent que, voilà, j'essaie d'augmenter un tout petit peu, de zoomer. Donc, quels sont les articles les plus achetés ici? Majoritairement, on voit qu'il y a un bon nombre de pourcentages pour les articles de loisirs avec 45%. Vient juste après les factures et services avec 40%, l'électroménager avec 29%. Et malheureusement, pour l'artisanat ici, uniquement 1% consacré donc là au secteur de l'artisanat. Alors, pour le paiement préféré, donc, cette étude a montré aussi que 50% des acheteurs font leurs transactions directement en ligne, que ce soit via carte bancaire ou bien donc les dinars, deux possibilités de paiement. 72% des e-acheteurs payent leur achat à la livraison, que ce soit en espèces, par chèque ou bien par carte. Voilà. Alors, suite au changement du comportement des utilisateurs et à l'évolution de leurs préférences, donc nous invitons les entreprises à adapter leur stratégie en e-commerce. Et voilà, je vous présente en ce qui suit quelques tendances et quelques stratégies qui pourront impacter aujourd'hui le shopping en ligne. Alors, tout d'abord, nous trouvons l'intelligence artificielle et le chatbot. Donc, la mise en place d'un chatbot conversationnel n'est plus un gadget en 2023. C'est par contre un outil véritable pour générer des leads ou bien des ventes. Les chatbots vocaux à la place aujourd'hui des centres d'appel pourraient carrément en fait la remplacer les centres d'appel. Donc ce bot-là conversationnel est utile pour l'assistance technique. Donc ça permet de répondre à diverses questions les plus fréquemment posées. Nous trouvons par la suite le télémarketing qui peut effectuer des appels auprès de vos clients ou aux prospects, pardon, et vous aider à mieux qualifier votre base de données. Nous trouvons aussi les ventes croisées. Donc, c'est capable de conseiller des produits ainsi que des articles complémentaires
et en fait, et au final, de réaliser des enquêtes de satisfaction. Alors, également connu sous le commerce de seconde main, nous trouvons aujourd'hui un boom sur le e-commerce. Donc, voici un exemple. Voici un exemple de recyclage de livres. Cette tendance est majoritairement portée par la génération Z. Nous trouvons aujourd'hui 74% des personnes appartenant à la tranche d'âge de 18 à 29 ans qui préfèrent acheter auprès de marques durables et les achats sur le marché de e-commerce. Donc, l'adoption aussi de la vidéo par le service client. Je vous ai donc là apporté avec moi voilà, un exemple de déco. Donc, nos services pour vous accompagner, là où ils font appel à la visio-assistance. Donc, c'est pour aider à définir le projet, pour vous aider lors de l'installation des produits, une démonstration, un montage, etc. Donc, rencontrons-nous en visioconférence. Donc, la pandémie, en fait, a influencé aussi bien l'e-commerce que la consommation vidéo, raison pour laquelle, voilà, donc, les services clients se dotent aujourd'hui de la vidéo pour répondre aux questions des consommateurs. On n'entend plus, il n'y a plus de CRM, donc le CRM est mort, vive aujourd'hui le CDP. Donc, les plateformes CDP collectent les données en ligne et hors ligne, ce qui permet aux e-commerce de dresser un portrait virtuel qui précise le comportement de leurs clients. Ça permet aussi d'offrir des renseignements précieux soit-il, sur les façons de déclencher les notifications, que ce soit des emails, des pop-up, de la fenêtre de chat. Et ça permet en fait de maximiser les conversions, de mesurer la performance du canal adopté. Voilà, donc l'objectif ici, c'est de mieux cerner les habitudes, les besoins afin d'affiner les campagnes marketing. Donc voilà, je passe finalement à la dernière partie de cette présentation consacrée aux défis et enjeux de l'e-commerce. Quelques défis et obstacles se présentent pour inhiber, voire enrayer le développement du commerce électronique, notamment en Afrique. Donc, le premier défi qui se présente, c'est donc la bancarisation. La bancarisation, toujours aujourd'hui inférieure à 20%. Donc, ça se mesure en matière d'accès et d'utilisation des services bancaires. Donc, beaucoup de promoteurs de boutiques en ligne optent pour les boutiques en ligne. Pour les paiements à la livraison, toutefois, avec cette option, ça pourrait arriver que le client ne paie pas à la livraison ou choisissent de retourner donc là le produit. Le frein numéro 2, c'est le souci de connectivité. Donc, l'accès à Internet et la rapidité de connexion, vraiment, ce n'est pas aussi onéreux. Donc, ce n'est pas aussi favorable pour les Africains. De même, beaucoup de régions africaines manquent aujourd'hui de connexion je dirais, de bonne qualité. Donc, le frein numéro 3 que nous trouvons aujourd'hui, c'est la réglementation aussi. Donc, c'est la réglementation. Et puis, dans son livre la réglementation du commerce électronique en Afrique, je vois que, donc là, Frédéric Massala Diloka, il stipule que le cadre réglementaire africain sur le commerce électronique n'est pas encore adapté à l'évolution
du numérique. Donc, d'où ici vraiment la nécessité, l'urgence d'une réglementation à l'échelle continentale pour encadrer en fait là ce secteur. Donc, quels sont les défis inhérents à l'e-commerce? Donc, le défi numéro un qui se présente, c'est ici le paiement électronique. Donc, par ailleurs, le 10 février 2022, Rosemary Boubou exposait dans son article paru dans la BBC News Afrique, intitulé Le paiement, la première difficulté pour les entrepreneurs du digital, que les Africains confrontent un problème très très sérieux, à savoir donc là le paiement électronique. Donc voici, j'ai collecté en fait quelques témoignages juste pour souligner en fait l'importance et le côté sérieux de ce problème. Donc voilà quelques témoignages. Nous sommes obligés de nous limiter aux moyens locaux que nous avons à notre disposition, comme Orange Money ou Wave, par exemple au Sénégal, qui facilite le paiement. Au Togo, par exemple, nous avons Flouz ou bien T-Money, mais parfois la connexion ne passe pas et on peut recevoir des paiements à l'étranger. Un autre témoignage stipule que voilà, j'ai un compte PayPal, mais parfois on a des difficultés à retirer de l'argent et les autres moyens de paiement, que ce soit Stripe ou autre, ne nous permettent pas en réalité de couvrir plusieurs pays. Donc, on doit se rabattre sur les agences de transfert. C'était pareillement le souci de Luc Tolo Bevogui, c'est un entrepreneur guinéen installé au Sénégal et fondateur de Vamnon, voilà. Donc, en réalité, c'est la première difficulté pour la plupart des personnes qui s'engagent dans le digital. Donc, la plupart des gens en Afrique ne peuvent pas avoir Stripe, une plateforme de paiement par compte bancaire, et les comptes PayPal sont limités juste à pouvoir payer en ligne, mais pas à recevoir de l'argent et faire du business avec. Donc, par rapport à cela, la solution recommandée, c'est en fait la banque en ligne. Donc, les banques en ligne, donc Payoneer et TransferWise, ces plateformes acceptent toutes les banques de l'Afrique et du coup, c'est possible de lier le compte bancaire avec les grandes plateformes de paiement. Donc, voilà, ça pourrait être utilisé afin de pouvoir s'affilier aux deux mastodontes du paiement en ligne et qui sont là, Stripe et PayPal. Donc, la deuxième solution, c'est l'API, Application Programming Interface. Donc, l'idée a germé en 2009 par l'entrepreneur Driss Martial Montt. C'est le cofondateur de CNetPay qui décide de créer en Côte d'Ivoire un site internet de vente de noms de domaines africains et d'espaces d'hébergement. C'est un agrégateur de paiement pour permettre à tous qui font du commerce en ligne d'accepter n'importe quel type de solution via la plateforme. Donc, elle est spécialement conçue pour communiquer des informations aux banques pour permettre les paiements d'une manière là sécurisée sur un site internet. Donc, aujourd'hui, ils ont réussi à convertir 80% des utilisateurs avec le paiement en ligne comme il a stipulé en fait dans cet article-là. Voilà. Donc, le défi numéro 2, c'est en fait, ça tourne autour de l'inaccessibilité des plateformes en ligne. Donc, il n'y avait pas de réponse. Il n'y a pas de réponse de la part de PayPal et to Checkout. Donc, deux solutions de paiement de Shopify et WordPress. Donc, ceci s'explique en partie par la non-clarté de la réglementation, de l'instabilité politique
de la fraude très élevée. Voilà la solution. Donc, depuis l'acquisition de Paystack, donc la première fintech innovante, en octobre 2020, le commerce électronique, il prend de l'élan dans 54 pays. Donc, Paystack, c'est la première fintech dont la mission, consiste d'aider les marchands et les entreprises à accepter les paiements en ligne et faire des transferts d'argent. Donc, en 2016, elle a démarré ses activités au Niger avec succès. Dans ce pays de plus de 200 millions d'habitants, aujourd'hui, la moitié pourront faire des transactions grâce là à Paystack. Le défi numéro 3, donc, tourne autour, il touche un tout petit peu le côté, donc, la logistique. Donc, la solution ici, c'était Dubai.com. Dubai.com qui se veut aussi une plateforme qui œuvre de bout en bout dans la chaîne d'approvisionnement grâce à l'héritage de la société mère Emiracy DP World, le leader mondial de la logistique intelligente. Elle fournit une place de marché électronique du B2B avec des solutions de chaîne d'approvisionnement pour le continent et au-delà. Et puis, ça permet de faciliter les opérations d'import et d'export des opérateurs tunisiens, plus là, donc l'accès au marché étranger. Voilà. Donc, je finis cette présentation. J'attends vos remarques s'il y a des questions intrigantes ou bien pour éclaircir un tout petit peu vos lanternes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Chakroun. En fait, j'ai des questions que j'aimerais poser pour éclaircir un peu tout cela, parce que bon, c'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup appris, surtout que c'est la première fois pour moi, en tout cas, de voir des statistiques aussi concrètes par rapport au marché africain, surtout dans le domaine de la vente en ligne, comme vous avez souligné, qu'il y a encore un secteur en développement. C'est vrai qu'il y a des marchés comme le Nigeria où c'est assez avancé, mais dans la plupart des pays, c'est encore en développement. Donc, ma première question, c'est, avec une population de 1,3 milliard d'habitants et plus de 473 millions d'internautes, le continent africain occupe aujourd'hui la dernière place selon le PNUD. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'e-commerce n'a pas vraiment réussi à se mettre en place comme écosystème, ce qui permettrait d'exploiter les diverses potentialités du continent? D'accord, je vous remercie pour la question. Donc, il est certes que l'Afrique attire toujours de la convoitise de tous les grands groupes mondiaux. Donc, d'un côté, nous trouvons les GAFA américains, donc Google, Amazon, Facebook et Apple. Et puis de l'autre côté, il y a Beju, il y a les Alibaba, il y a Tencent, il y a Xiaomi, donc encore plus dynamique au milieu d'autres plateformes de commerce. Et puis, je me rappelle que j'ai lu dernièrement un article à ce sujet-là et que le géant chinois a pris Alibaba, donc a pris de l'avance. Son fondateur a effectué en fait plusieurs tournées en Afrique et il a lancé des programmes, des concours pour les jeunes entrepreneurs et il a choisi carrément d'implanter sa plateforme en e-commerce à Kigali, plus précisément. Et puis, donc, la plateforme s'était baptisée Electronic World Trade Platform.
Donc, sauf que l'e-commerce en Afrique, il peine toujours à prendre de l'envol, de l'essor, de l'élan, malgré ses potentiels et puis les opportunités infinies donc, du marché. Et puis, ça explique bel et bien la dernière position. Donc, comme vous l'avez déjà dit. Donc, pourquoi l'Afrique n'arrive pas? Tout simplement, je dirais, parce qu'il y a de grands freins, d'obstacles qui inhibent donc, le développement et l'évolution aujourd'hui de l'économie numérique pour le continent africain. Ok, merci beaucoup pour ces données très intéressantes. Surtout, j'ai été vraiment agréablement surpris de savoir qu'Alibaba s'était vraiment lancé de manière sérieuse en étant une plateforme basée en Afrique. Ouais. Ça manque de l'espoir pour le continent, mais cela m'a amené à poser une autre question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu davantage, en fait, nous dire quels sont les mots qui freinent aujourd'hui la démocratisation du numérique en Afrique? Parce que vous avez largement présenté statistiques à l'appui à quel point c'est important, et même certains pays le font, mais on se rend compte que surtout dans notre zone francophone, là, il y a toujours ça coince, ça cale toujours. D'accord, merci beaucoup pour la réponse. Donc, qu'est-ce qui pourrait freiner, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui enrayer, empêcher la démocratisation en fait là du numérique en Afrique? Donc, en mon humble avis, il s'agit de manque d'intérêt politique, tout d'abord. Et puis, l'accès difficile à Internet, comme c'est déjà mentionné et démontré, je dirais, par les études et les enquêtes et les statistiques aussi inhérentes, que l'accès est vraiment difficile, l'accessibilité, je dirais, à Internet. Donc, la fracture aussi dans l'adoption d'éthique et de la connectivité. Et il y a aussi la faible capacité d'investissement des chaînes d'approvisionnement, de la logistique aussi commerciale. J'ajouterais aussi, si vous voulez, le manque de protection des consommateurs et de la concurrence loyale. Donc, la culture persistante du paiement à la livraison sont pour moi, ou bien ça constitue les principaux, si vous voulez, les freins ou bien les mots qui pourraient aujourd'hui freiner la démocratisation ou bien l'évolution du commerce électronique dans le continent africain. Merci beaucoup pour ces points très concrets et c'était très concis. Comme vous venez de nous donner de manière très précise les différents points qui bloquaient, qui causaient frein à la démocratisation du numérique en Afrique. Alors, selon vous, quelles sont les solutions qui pourraient être utilisées, qui pourraient être apportées pour qu'on puisse surmonter ces blocages rencontrés par le commerce électronique en Afrique? Merci, merci pour la question. Tout d'abord, en fait, déjà dans ma présentation, j'ai déjà présenté en fait là quelques solutions. Ou bien il y avait des solutions déjà qui ont été envisagées par des entrepreneurs africains déjà et qui sont des experts dans le domaine du commerce électronique. Il y a aussi des solutions déjà proposées par la CNEUCED, donc là, qui stipule que, donc voilà, donc les consommateurs africains, selon eux, je partage déjà en fait leur avis, que les consommateurs en fait là, africains, ils doivent d'abord changer, donc ils doivent changer d'habitude, de vision de l'e-commerce et de la détention de comptes bancaires ou bien de porte-monnaie mobile. Donc là, majoritairement,
Je dirais aussi que les gouvernements, ils doivent créer un cadre politique, c'est ce qui nous manque en fait, toutes régions confondues en Afrique. Il nous manque en fait le cadre réglementaire et puis aussi donc la politique pour investir dans de bonnes compétences et de protéger en l'occurrence l'intégrité donc là des systèmes de paiement. Donc, à mon avis, en levant ces différents obstacles, bah, les États africains ils pourraient exploiter toute la potentialité, je dirais, du commerce électronique et les opportunités qui s'offrent gratuitement à plusieurs régions du continent africain. Merci encore. Bon, désolé d'avoir pris tout le temps en posant mes questions. On a une question de la part de Monsieur Ibrahim Chouik. Excusez-moi si j'ai mal prononcé votre nom. Donc, Monsieur Chouik aimerait savoir s'il y a une solution d'export totalement digitalisée en Tunisie destinée au marketplace. Une solution, pardon, je vous entends mal là. Monsieur Chouik aimerait savoir s'il y a une solution d'export totalement digitalisée en Tunisie, destinée au marketplace. Pour les marketplaces? Oui, en quelque sorte, si je résume bien sa question, c'est, j'aimerais savoir s'il y a une solution e-commerce orientée vers l'exportation, mais propre au marché tunisien. D'accord. Donc là, déjà, j'ai déjà présenté la chose en fait dans ma présentation. Et puis là, Dubai.com, par exemple, là, c'est une plateforme aujourd'hui qui fournit une place de marché électronique du B2B, donc avec des solutions à import et export. Et donc, ça facilite les opérations pardon, d'import et export pour les opérateurs tunisiens et aussi une forme d'accéder au marché étranger. Donc, c'était dernièrement qu'il y a eu la conférence portant là sur Dubai.com. Donc, je pourrais partager avec vous l'article si vraiment vous êtes intéressé pour lire davantage en fait, là sur cette plateforme. Voilà. Oui, je crois que vous pouvez le partager dans le chat, là, comme ça, tout Avec le monde grand pourra en plaisir. profiter. Avec grand Et plaisir. Donc, est-ce c'est que... déjà... Oui, Oui. allez-y, oui. Donc, c'est déjà en fait là, voilà, c'est déjà en fait un article paru dans le Business News. Donc, dernièrement, je suis tombée sur cet article-là et ça m'a beaucoup, en fait, là, aidé pour dégager, en fait, dernièrement, donc, la solution pour la Tunisie, en fait. C'est pour la Tunisie. Je ne sais pas si ça pourrait être étendu pour les autres régions de l'Afrique ou bien non. Peut-être bien, voilà, la négociation, ça, c'est il y a encore une négociation entre les différentes régions. Voilà, donc je partage tout d'abord l'article. Merci, professeur Chakroun. Alors, Je vous en prie, je vous en prie. Monsieur Chouik, est-ce que ça va? Est-ce que Le voilà. vous avez d'autres questions ou la réponse a été claire, assez claire? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez
vous pouvez ouvrir votre micro ou vous pouvez faire comme M. Schwick, poser les questions dans le chat, c'est libre à vous. Aussi, il y a des points qui n'ont pas été assez clairs, pour lesquels vous aimeriez des éclaircissements. Bon, pour ceux qui maîtrisent un peu Zoom aussi, il y a une option que vous pouvez utiliser pour lever la main. Alors, bon, c'est silence total, là, je suis... Bon. J'ai pas de doute, je sais que tout le monde est intelligent, bien entendu. Que sûrement vous avez tout compris. Moi, bon, j'avais des points éclaircis, donc j'ai déjà posé mes questions. Maintenant, si vous avez des questions, il n'y a pas de quoi avoir honte, quoi. Allez-y, ne vous gênez pas. Maintenant, comme aussi c'est une opportunité pour faire du networking, pour ceux que ça ne gênerait pas, vous pouvez laisser vos LinkedIn dans le chat. Comme ça, on pourra s'ajouter et garder la discussion vivante parce que c'est une opportunité qui a été faite pour que les francophones puissent discuter du sujet. Parce que comme pour ceux qui utilisent la plateforme, vous avez pu constater la plupart du contenu en anglais pour l'instant. Donc, c'est à nous d'apporter cette discussion qui est aussi un problème sur le marché francophone, comme l'a bien exposé le professeur Chakroun. Ah, merci beaucoup, Jamil. Ben, il y a Jamil qui a déjà laissé son LinkedIn, donc vous pouvez l'ajouter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ben, j'attends aussi le vote, comme pour vous, Monsieur Chuik. Bon, il y a Novali aussi. Bon, Béatrice. Ahmed. Ah, ok, Ahmed a laissé son LinkedIn aussi. Merci, Ahmed. Bon, il y a Imen qui vient de nous rejoindre. Alors, voilà le mien. Et vous pouvez me répondre directement dans le chat. Est-ce que vous avez déjà reçu le questionnaire? Ah, ok, en espagnol. Alors, une minute. Je vais reprendre ça. Tout le monde a reçu le questionnaire en espagnol, c'est bien ça? C'était en espagnol, Edgar, et moi, j'ai pas pu répondre parce que je comprends pas l'espagnol, moi. Cela va sans dire. Ok, je viens de passer la demande au niveau de ITC pour qu'il fasse un changement au niveau du questionnaire. Désolé pour le désagrément. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup Inès, c'était vraiment intéressant.
Bon, là, je suis en train de voir avec Sofara pour régler le souci avec le questionnaire. Dès que c'est fait,